Bienvenue dans l'auditorium Germaine Tillon du MUSEM pour cette nouvelle séquence du temps des archives. C'est une séquence qui est, on va dire, exceptionnelle, puisqu'elle est dédiée à Georges-Henri Rivière, qui est le créateur du Musée des Arts et Traditions Populaires, qui est aussi à la base des collections du MUSEM. Alors c'est une séance qui sera un peu plus longue, qui a un autre format que les temps des archives habituels. Nous aurons tout d'abord une petite introduction par Denis Chevalier, qui est responsable de la recherche, du département de la recherche scientifique ici au MUSEM. Puis nous allons voir un film. Et puis ensuite commencera le temps des archives, comme on le fait à l'habitude, à ces différences près que Emmanuel Laurentin n'a pas pu nous rejoindre ce soir, et que c'est donc Denis Chevalier qui va animer la séance avec nos invités, Martine Jaoul, Daniel Giroudi et Jean-Claude Duclos. Voilà. Alors, je remercie les amis du MUSEM qui soutiennent ce cycle du temps des archives ainsi que le cycle de littérature. Et il me reste à vous dire aussi que dans la médiathèque du MUSEM, durant tout un mois, dès demain, en fait, il vous sera possible de visionner des films à propos de Georges-Henri Rivière, des films longs, dont vous verrez parfois des extraits ce soir dans le temps des archives. Et c'est une programmation qui est également proposée en collaboration avec l'INA, qui est par ailleurs également partenaire du temps des archives. Bonne soirée. Bon, ben merci d'être si nombreux ce soir pour parler, au fond, d'un peu de notre grand ancêtre, Georges-Henri Rivière, qui était donc, comme l'a rappelé Fabienne, le fondateur du Musée national des arts et traditions populaires, et dont nous sommes, au fond, ici au MUSEM, certains d'entre vous ne le savent peut-être pas, les héritiers, puisque nous sommes issus d'une délocalisation de ce musée parisien ici à Marseille. Alors, la séance va se passer d'une manière un peu différente finalement de ce qui se passe d'habitude avec ce temps des archives, puisque nous allons commencer par, au fond, un rappel de la vie, de la carrière de cet homme qui était à la fois un touche-à-tout génial, vous verrez, et un grand scientifique. Je crois on va insister là-dessus et on va montrer à quel point, au fond, il a influencé non seulement les musées en France, les musées de société, mais l'ensemble de la muséographie dans le monde. Et c'est de ce point de vue quelqu'un de hautement respectable et à qui nous devons beaucoup. Alors le premier film, il a été monté par le musée en 2005. 2005, c'est l'année où le musée parisien, qui s'appelait Musée national des arts et traditions populaires, a fermé au public et où nous sommes devenus, tout d'un coup de baguette magique administrative, le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Et à cette occasion-là, en 2005, nous avons voulu, à cette époque, il y a 10 ans déjà, faire un peu un petit rappel de ce qu'était la carrière de Georges-Henri Rivière, sous l'angle, alors vous verrez, on ne dit pas tout, parce que sous l'angle plutôt du musée parisien, alors qu'il était aussi présent dans beaucoup d'autres endroits, en France et dans le monde, en province on disait, et dans le monde, et ça on en reparlera. Donc ce film, il a été d'ailleurs monté à l'occasion d'une exposition que certains d'entre vous ont pu voir, 2006, qui était une exposition qui s'appelait Trésors du quotidien et qui avait été installée dans le bâtiment qui s'appelle aujourd'hui GHR. GHR pour Georges-Henri Rivière, qui est le bâtiment qui est sur la place d'Armes dans le Fort Saint-Jean. Donc voilà, je vous laisse donc avec ce premier film qui fait 20 minutes. Il est commenté par un ancien collègue qui est Denis Michel Bouel, qui était à l'époque directeur adjoint du MUSEM. Il était le directeur adjoint pour la partie, disons, parisienne du musée, alors qu'à l'époque, déjà, j'étais directeur adjoint pour la partie marseillaise, qu'on appelait l'antenne de Marseille. Donc je vous laisse avec cette projection. Ça va nous mettre un petit peu en mémoire la vie de Georges-Henri Rivière. Et puis ensuite, on présentera, comme ça se fait d'habitude avec Emmanuel Laurentin, un certain nombre d'archives que commenteront nos invités. Bonne vision.
Le Musée national des arts et traditions populaires est l'œuvre d'un homme, Georges-Henri Rivière, qui consacra sa vie à l'édification de cet établissement en s'appuyant sur l'ethnologie de la France qu'il contribua à ériger en discipline scientifique. Pendant près d'un demi-siècle, tous ses efforts tendirent à édifier ce temple pour les œuvres du peuple, un lieu où l'on comprendrait, où l'on admirerait, où l'on reconnaîtrait donc la culture des classes populaires. Cet intérêt pour les trésors du peuple, c'est le sens littéral du mot folklore, s'est développé tout au long du XIXe siècle. Déjà à l'époque révolutionnaire, lorsque naissent les grands musées comme le Louvre, des esprits éclairés s'attachent à observer les langues, les coutumes et les modes vestimentaires régionales. Des collectes de témoignages matériels aboutissent à la création des premiers musées régionaux, et à Paris, en 1878, à celle du musée d'ethnographie, qui juxtapose collections nationales et exotiques au sein du palais du Trocadéro. Dans la salle de France, ouverte en 1884, est ainsi présentée la diversité régionale à travers meubles et ustensiles domestiques, costumes portés par des mannequins de cire dans des reconstitutions de scènes de la vie quotidienne. Ces dioramas grandeur nature incarnent les traditions populaires françaises alors que dans d'autres salles sont présentés panoplies et trophées des peuples d'ailleurs. Les folkloristes rassemblent des collections se rapportant aux coutumes et croyances, aux traditions et superstitions, à la religion populaire ou encore aux pratiques relatives à la petite enfance. C'est Arnold van Gennep qui donnera aux études de folklore leur lettre de noblesse en publiant à la fin des années 30 son magistral manuel de folklore. Lorsque Paul Rivet, cofondateur de l'Institut d'ethnologie de l'Université de Paris, se voit confier la responsabilité du musée d'ethnographie en 1928, il engage Georges-Henri Rivière comme sous-directeur. Âgé de 30 ans, celui-ci est féru d'art moderne et de sciences humaines, cultivé mais sans formation universitaire. Il fréquente les milieux de l'avant-garde artistique et se fait remarquer par la mise en scène d'une exposition consacrée aux arts anciens de l'Amérique. Son oncle, le peintre et graveur Henri Rivière, lui a appris à considérer les objets. Il m'a enseigné le culte de l'objet, n'est-ce pas? Et je le dis souvent, quand je prenais un vase précieux, quand je le prenais par les anses, je ne disais rien, évidemment, mais quand il était reposé, on recevait une paire de plaques et on disait, tu t'en souviendras, un pot, ça se présente comme ça. Mais sa passion première est la musique. Brillant amateur, il compose une cantate sur des vers de Racine, des airs pour la chanteuse Yvonne Georges et des chansons pour Joséphine Baker, qui révolutionne le music-hall en 1925 à la tête de la célèbre Revue Nègre. Quand même, elle avait un petit soutien-gorge à ce moment-là. Tout à l'heure, elle n'en avait pas. Mais enfin, c'est peut-être le progrès du temps qui l'exige. Et où était-elle? Elle dansait à quel moment? C'était la première Revue Nègre? C'était la première fois qu'elle apparaissait au Théâtre des Champs-Élysées. Enfin, c'était un très très grand jour. Mais alors, j'ai appris à la connaître. Moi, à ce moment-là, je ne faisais pas d'ethnologie, j'organisais pas le musée de l'homme, j'organisais pas le musée des arts et traditions populaires. À ce moment-là, je faisais de la musique de variété. Je jouais au bœuf sur le toit avec Wiener, je bouchais les trous quand Doucet n'était pas là, mais aussi je faisais des chansons. Et il se trouve que j'ai fait cette chanson qui était celle qu'a chantée Joséphine aux Folies Bergères dans sa première revue. Vous pourriez nous la fredonner? Oh là là, on entend parler partout d'une femme qui s'est fou, fait la pige à la Vénus Callipyge, n'est-ce pas? Pour calmer mon désespoir, je ne me sers plus qu'au lion noir. On va fonder, on en jazz, une usine à jazz. L'aventure de la rénovation du musée du Trocadéro, au cours des années 30, prend de multiples formes. Rivière déploie ses talents dans l'organisation de la mission qui emmènera Marcel Griaule et Michel Léris en Afrique, de Dakar à Djibouti, de 1931 à 1933. Alban, champion du monde! Pour la financer, un gala de boxe est donné au cirque d'hiver par le champion du monde, Panama All Brown,
que l'on voit entre Rivière et Griolle, contemplant un masque Bambara. C'est à l'occasion de plusieurs dizaines d'expositions temporaires et dans la rénovation des salles d'exposition permanentes que Rivière expérimente une forme de muséographie moderne, largement inspirée des réalisations récentes d'Europe du Nord. Il va d'ailleurs étudier sur place les nouveaux musées des Pays-Bas, de Scandinavie ou d'Union soviétique. Sur la colline de Chaillot, un nouveau bâtiment est construit à l'occasion de l'exposition universelle des arts et techniques dans la vie moderne qui se tient en 1937. Les journalistes ont été invités à visiter les chantiers de l'exposition 37. Le temps sec et doux de ces derniers jours a considérablement favorisé l'avancement des travaux. Il va désormais abriter deux institutions nées de la volonté du Front populaire, le Musée de l'Homme et le Musée des Arts et Traditions populaires, composantes d'un nouveau département créé le 1er mai 1937 au sein de la Réunion des musées nationaux. Les manifestations qui accompagnent l'exposition universelle donnent l'occasion à la nouvelle équipe de déployer ses talents en réalisant des expositions sur la maison rurale et sur le musée de terroir de Romney, dont la presse souligne l'aspect attrayant et didactique. L'année suivante, Rivière renouvelle l'expérience à New York en présentant la préfiguration d'un musée de folklore consacré au village provençal de Barbantane. En cette année 1938, les plans et le programme d'un futur musée d'art populaire français sont déjà tracés avec précision. Il s'agit essentiellement de recueillir les éléments matériels d'une France traditionnelle en voie de disparition à la suite des transformations qu'a provoquées depuis le XIXe siècle la révolution industrielle. Pour constituer le mémorial de cette société qui s'efface, des enquêtes sont engagées en Sologne ou encore en Bretagne par des équipes pluridisciplinaires qui collectent aussi bien un patrimoine immatériel constitué de contes et de chansons que les traces matérielles des activités et des modes de vie de la société rurale. La documentation ainsi constituée porte dans un premier temps également sur des faits d'actualité. En témoignent ces reportages photographiques sur les grèves et les manifestations de 1936 que l'on croira longtemps disparues. Oui, moi je crois quand même aux racines. J'appartiens, si j'ose dire, je vais faire un jeu de mots, parce que je fais ça tout le temps, j'appartiens au Racine Club. La déclaration de la guerre, puis l'occupation du pays, loin d'interrompre ces efforts, vont leur donner un nouvel élan. Des chantiers intellectuels, destinés à donner du travail à de jeunes diplômés d'écoles d'architecture ou d'art décoratif, sont en effet employés à conduire de façon intensive des enquêtes sur l'architecture rurale, sur le mobilier traditionnel et sur l'artisanat. En résulte une prodigieuse masse d'informations et d'impressionnantes séries d'objets de la vie quotidienne, documentés avec précision. Ainsi sont constitués 15 500 dossiers, qui comportent relevés, croquis, photographies, moulages et journaux de route. Nombre des objets ainsi repérés sont acquis à la suite des recherches de terrain. L'enquête sur l'artisanat, dirigée par Marcel Maget, produit 63 monographies consacrées à des métiers comme les potiers ou les facteurs d'instruments de musique populaire. La moitié concerne la Bretagne. Très tôt, Rivière se voit confier une chaire d'histoire des traditions populaires à l'école du Louvre, qui lui permet en particulier de former ses enquêteurs en s'appuyant sur une méthodologie rigoureuse mise au point par son adjoint Marcel Maget. Après-guerre, les enquêtes se poursuivent dans des directions complémentaires. À partir de 1947, des collectes systématiques sont menées par Pierre Soulier sur les théâtres de marionnettes, réunissant la plus belle collection existante sur ce sujet. Le caractère de Guignol, n'est-ce pas, c'est qu'il est le porte-parole de l'âme populaire, n'est-ce pas, qu'il en est le médiateur, qu'il arrive en parlant comme il le fait dans cette catégorie de spectacle de marionnettes qui est le spectacle social, le spectacle d'intérêt social, de critique sociale, il arrive à jouer ce rôle et il le joue à un moment où les auditoires étaient d'adultes,
C'est-à-dire que, par exemple, les gens de Lyon, les canuts, ben, ils étaient ravis qu'on leur fasse l'apologie du déménagement à la cloche de bois. Et en même temps, ça leur enseignait une sorte de résistance, n'est-ce pas? Donc ce théâtre avait une fonction, quand il ne faisait pas les mystères, une fonction sociale et d'action sociale vigoureuse et d'illustrer les contradictions de la société. Le musée engage également la constitution de fonds sans équivalent dans les domaines de la musique et de la chanson, grâce à Claudie Marcel Dubois. Là, nous allons faire un peu de musique tous ensemble. Dis donc, Dario, il n'y a pas une petite place pour moi pour faire de la musique? À l'initiative de Paul-Louis Duchartre, le fonds consacré à l'imagerie populaire, qui comptera plus de 100 000 estampes, devient le plus important de France à côté de celui de la Bibliothèque nationale. Au cours des années 50, une intense politique d'exposition temporaire permet de montrer les collections. Elle présente les bilans des acquisitions et s'intéresse à toute une série de thèmes. La presse écrite et les premiers magazines télévisés s'en font largement l'écho. Que cherche-t-elle? Le temps perdu, peut-être. Le temps perdu, elle le retrouvera du côté du Palais de Chaillot, au Musée des Arts et Traditions Populaires. En visitant l'exposition des trésors de l'art populaire dans les pays de France, elle se souviendra du foyer de ses aïeuls. Peut-être avait-elle déjà oublié, elle qui vit à l'époque des robots ménagers. Et pourtant, ils ont à peine un demi-siècle, ces costumes pittoresques, dont les couleurs, les broderies, les bijoux parlent des jours de fête. C'est la robe d'un jour de noces d'une mariée du Finistère en 1862. Broderie savante d'une époque où les filles tiraient l'aiguille. Il devait en falloir des heures de sagesse, des heures d'attente des hommes en mer pour tapisser ainsi les gilets du Finistère. Une vitrine harmonieuse. Sur le fond noir, les gris du fer forgé, de la fonte, de l'étain se détachent mieux encore. Le temps va vite. C'est une visite pleine d'enseignements qu'a faite au Palais de Chaillot un jeune couple à la recherche du temps passé. Ce qu'aurait pu être une exposition des arts ménagers il y a 1 ou 2 siècles. Un peu anachronique ce plat à barbe et ce moulin à café d'avant l'électricité. Il y avait de quoi rêver devant le rouet un peu désuet de nos arrière-grand-mères, devant leurs coussins de patientes dentelières, devant la lampe à huile et son flacon de cristal. Et aussi devant ses instruments simplistes, planche à laver, fer à repasser au charbon de bois. Pour Rivière, il y a une cohérence, une continuité entre recherche scientifique, collecte, étude et exposition des objets. Ainsi, pour préparer l'exposition sur le pastoralisme, Marielle Jeanbrune de Lamarre enquête chez des bergers en Normandie. Alors voilà, cette cabane, en principe, elle avait 3 roues, je crois, n'est-ce pas? Oui, 3 roues. Elle avait 3 roues, oui. Et la 3e roue, qu'est-ce qu'elle est devenue? Moi, je l'ai achetée comme ça, c'est-à-dire que j'ai remis un truc pour l'accrocher derrière un tracteur, pour la déplacer. Je vais la photographier, si vous me permettez. Mais dites-moi, Monsieur Poulain, vous n'accepteriez pas de la vendre au Musée des Arts et Traditions Populaires? Est-ce que vous voulez travailler pour les collections nationales du musée? Non. Ou bien est-ce que vous voulez la conserver comme ça? Pour moi, elle m'est utile. Oui, mais si vous... Ouais, vous êtes utile, mais vous pouvez bien peut-être la remplacer. Voyez-vous, des documents comme ceux-là, ce sont des documents précieux qui disparaissent. Tandis que si cette cabane est mise au musée, les bois seront protégés, les fers seront protégés, et quand vous voudrez venir la voir, eh bien, vous viendrez au musée la contempler dans les galeries, en se disant, mais tout de même, j'ai fait un effort pour collaborer aux collections nationales du Musée des Arts et Traditions Populaires. Alors, voulez-vous que l'on vous propose un prix? Bah oui. Qu'est-ce que vous pensez? 200 francs. Qu'est-ce que vous pensez? C'est une bêtise peut-être que je fais quand même. Parce que... Je ne pense pas que vous fassiez une bêtise. Alors écoutez, vous voulez qu'on s'entende?
Vous voulez que j'augmente un peu le prix, si vous voulez. Je peux demander au... C'est historique quand même. Oui, hein. c'est vrai, c'est un document historique. Voulez-vous que je vous propose 500 francs? Oui. Alors, vous êtes tout à fait gentil. Je vous remercie, mais vous savez, vous ne le regretterez pas. Vous voyez? Ça va être un document qui restera, nous serons tous morts, et il y aura encore la cabane que M. Poulain aura accepté de laisser au musée. Cette cabane de berger dans un champ n'est qu'un abri, un outil fonctionnel. Une cabane semblable au musée devient signe. Les années 60 voient la collecte s'orienter vers le recueil d'ensembles cohérents qui pourront être restitués au sein des galeries d'exposition permanentes du futur musée. La salle commune d'un couple d'artisans du Finistère, l'atelier d'un tourneur sur bois de la Sarthe, la forge d'Abraham Isnel à Saint-Véran, tel qu'il l'a laissé à sa mort en 1948, ou encore l'intérieur d'un bureau de l'Aubrac où est fabriqué le fromage. Une grande enquête interdisciplinaire conduite en Aubrac de 1964 à 1966 débouche sur une importante publication scientifique. C'est l'occasion de réaliser plusieurs films qui font date dans l'histoire du cinéma ethnographique. Toutes ces enquêtes concourent à combler les lacunes du programme muséographique dont la réalisation se précise. Dès les années 50, en effet, l'architecte Jean Dubuisson s'est vu confier le transfert du musée sur le site du jardin d'acclimatation, à l'emplacement même de l'ancien palmarium, lieu d'exhibition à la fin du XIXe siècle de peuples venus de tous les horizons. L'architecte de ce premier musée national construit depuis la fin de la guerre conçoit, sur les indications de Rivière, un bâtiment d'une totale modernité. On est arrivé à cette grande conception d'un musée donc à multiples fonctions, enfin tout ce que peut faire un musée moderne de nos jours, qui est, comme je le répète, à la fois organisme de recherche, organisme d'acquisition, n'est-ce pas, de biens culturels mobiliers, mais aussi organisme de conservation, de présentation, d'animation, de documentation, pour arriver vraiment à cette grande construction qui a été le musée de l'art et tradition populaire, qui vraiment répond à tous les appels du musée le plus moderne de notre temps. Rivière consacre les dernières années de sa carrière à peaufiner cette réalisation et à mettre en œuvre sa scénographie spectaculaire. Même si c'est une équipe largement renouvelée sous la direction de Jean Cuisonnier, qui achève la réalisation des galeries d'exposition, celle-ci illustre les conceptions modernes de Rivière en matière de présentation muséographique qui feront école dans le monde entier. Dans la galerie d'études, inaugurée en 1972 et destinée à un public de spécialistes et d'amateurs, de chercheurs et d'apprentis chercheurs, 17 vitrines, tout en longueur, présentent des séries d'objets regroupés selon un programme rigoureux. À l'extrémité de chaque rue, des alvéoles sont destinés à donner des informations complémentaires au moyen des outils audiovisuels les plus modernes de l'époque, visionneuses, magnétophones, magnétoscopes. Dans la galerie culturelle, ouverte en 1975, le visiteur peut suivre un itinéraire qui le conduit de la culture matérielle aux expressions artistiques populaires, en passant par les formes de l'organisation sociale. Une muséographie sobre et esthétique met en valeur les qualités plastiques intrinsèques des objets, traités à l'égal d'œuvres d'art, tout en soulignant leur sens par l'apport d'éléments de contexte,
iconographie soigneusement choisie, commentaires sonores et accompagnement musical. De nombreux audiovisuels complètent ce dispositif, rendant la visite plus vivante. Fortement influencés par les conceptions d'André Leroi-Gourhan et de Claude Lévi-Strauss, des vitrines sobres et d'une certaine façon abstraites présentent des séquences de fabrication des objets, les fameuses chaînes opératoires, et des restitutions d'intérieurs, d'ateliers ou d'habitations, les unités écologiques. Alors qu'il parachève cette œuvre, Rivière, devenu directeur puis conseiller permanent du Conseil international des musées, ne ménage pas ses efforts pour faire partager son expérience aux collègues qui entreprennent la rénovation de musées régionaux ou encore aux expérimentateurs des premiers écomusées, notion dont il est un des inventeurs. En constituant la mémoire des traces matérielles et des traits culturels de la France pré-industrielle, Rivière et son équipe ont réalisé une immense opération de sauvetage. En privilégiant au nom de l'urgence la France rurale, ils ont certes laissé dans l'oubli des pans entiers de la mémoire ouvrière et industrielle, ou maritime, et de la culture urbaine. Malgré cette réserve, les créateurs de ce musée ont donné leur lettre de noblesse aux productions culturelles des milieux populaires et ils ont contribué à faire porter sur elles un regard nouveau. Voilà, c'était une petite séquence nostalgie pour ceux qui ont connu les ATP à Paris. Et il y en aura d'autres, rassurez-vous. Alors, j'ai le plaisir de présenter maintenant les grands témoins qui vont pouvoir réagir aux extraits des films de l'INA que nous allons vous projeter, vous montrer. Je vais peut-être les présenter, mais très rapidement. J'ai une grande fiche, mais bien sûr, je vais la résumer. Et puis, je leur demanderai finalement simplement de nous dire rapidement à quelle occasion ils ont pu croiser Georges-Henri Rivière. Alors, Martine Jaoul, tu ne peux pas nous dire que tu n'as pas rencontré Georges-Henri Rivière, parce qu'on t'a vu. Alors, Martine, tu es arrivée au musée des arts et traditions populaires en 1976. En 75, oui. 75-76. Et tu l'as dirigé de 92 à 96. Donc, tu es conservateur général du patrimoine. Et tu vas me dire très rapidement à quel moment tu as rencontré le grand homme. Eh bien, avant le concours des musées, en fait, j'étais encore étudiante et je faisais un DEA sur l'art populaire romain, donc dans l'Antiquité, et dans l'Institut d'art, ce qu'on appelait, j'ai croisé Georges-Henri Rivière qui montait un séminaire de muséologie. Et ça m'a paru tellement intéressant, étonnant, que j'ai demandé à assister à ce séminaire. Et voilà comment je l'ai connu. Et d'ailleurs, la même année, il nous a beaucoup parlé de son projet des ATP, puisque c'était en 69-70. Et cette même année, j'ai pu faire un stage dans le musée des ATP, pas encore ouvert au public, mais qui était une véritable ruche où les objets arrivés du palais de Chaillot, entraient dans les réserves, étaient pointés, on les accrochait dans les vitrines. Moi, je travaillais beaucoup au laboratoire de restauration des œuvres, voilà. Et je l'ai connu dans cette ambiance-là. Et ça m'a tellement plu que, voilà. Après, j'ai passé le concours pour me retrouver dans ce musée. Alors, Daniel, toi, tout le monde te connaît, hein, ici à Marseille. Hein, tu as été directrice des musées de Marseille de 1999 à 2005. Mais avant, tu étais au Centre Pompidou de 1972 à 1981, où tu as créé l'Atelier des enfants. D'ailleurs, dont on a hérité de pièces que nous allons, j'espère, pouvoir montrer bientôt, les fameux Tanaké. Donc, je te remercie publiquement, encore une fois. Alors, tu as côtoyé aussi Georges-Henri Rivière. Oui.
J'ai été nommée à 25 ans à Marseille, donc avant d'y revenir à la fin de 40 années de musée, de voyage dans les musées entre Paris et le Midi. Et je l'ai rencontré au congrès de l'ICOM, le Conseil international des musées à l'époque était un groupe de professionnels beaucoup moins important qu'aujourd'hui où les congrès rassemblent plusieurs milliers de conservateurs. Et il en avait été le fondateur dans les années 48, 45-48. Il en avait été le sous-directeur puis le directeur. Et ces congrès rassemblés, c'était pour des conservateurs qui débutaient dans leur métier, formidable, parce qu'on rencontrait toutes les gloires des grands musées. Et on était frappé par l'arrivée de ce personnage. Alors, vous êtes trompé par ce film parce que l'image est étalée. Georges Henry, c'est un grand sifflet, long, mince, élégant, et pas du tout cette espèce de bonhomme trapu que vous voyez là, sur l'image. Et on l'écoutait avec respect, il décrétait ce qu'il fallait faire, il nous parlait toujours du temps, de l'espace. Tous les conservateurs les plus célèbres se taisaient quand Georges Henry prenait la parole. Et puis, après les grandes séances qui se passaient dans des amphithéâtres comme celui-ci, on allait dîner, on se retrouvait en plus petit comité, et puis là, il y avait tout d'un coup un autre Georges Henry qui surgissait, qui se mettait au piano quand il y en avait un dans un hôtel ou dans un bistrot, et un petit ragtime arrivait, et on découvrait un fou de musique, qui a été la grande nostalgie de sa vie, c'est de ne pas avoir fait une carrière musicale. Et puis, petit à petit, je l'ai rencontré à d'autres occasions. On l'a invité à Marseille dans les années 70. Il a visité mon petit musée des enfants qu'on avait fait à partir de janvier 68 au Palais Longchamp, avec vraiment des petits moyens très modestes. On a fait des séminaires de muséologie à Lumini et puis à Saint-Maximin aussi. Et Georges Henry a vu le chantier de la Bourse et nous a conseillé pour le futur musée d'histoire de Marseille. Et puis, quand je suis arrivée au Centre Pompidou, il m'a dit « Il faut que tu rencontres une femme qui est en train de faire quelque chose de formidable pour les enfants, la joie par les livres à Clamart ». C'était Annette Gruner-Schlimberger, qu'il a appelée ma bienfaitrice et qui a fait beaucoup pour lui. Quand il est arrivé à l'âge de la retraite, qui n'était pas flamboyante pour un conservateur, elle lui a fait 2 cadeaux. Elle lui a offert une secrétaire, Sonia Bishop, que tu as dû connaître, et elle lui a offert un carnet de taxi, un abonnement à l'année pour les taxis, parce qu'il avait du mal à monter et descendre les escaliers du métro. Voilà le genre de cadeau que faisait Annette Gruner. Et le dernier qu'elle lui a fait était formidable. Quand il était malade dans les années, tout à fait à la fin de sa vie, 84-85, elle a offert son séjour à Louvciennes, et pour qu'il ne s'ennuie pas, parce qu'il aimait beaucoup parler de la musique et de ses débuts formidables à Paris, où il était au bœuf sur le toit, comme il le raconte dans le film, elle a décrété qu'un jeune homme qu'elle faisait venir des États-Unis et qu'elle a rémunéré venait le voir tous les jours jusqu'à ce qu'il ne puisse plus, qu'il n'ait jusqu'au bout de sa vie, vraiment, pour évoquer les souvenirs de l'arrivée du jazz à Paris. Enfin, voilà, c'était le genre de bienfait qu'elle faisait. En échange, Georges Henry allait passer tous les étés à Tourtour, à la Fondation des Treilles, dont je m'occupe en partie aujourd'hui pour les collections et les expositions. Il arrivait avec une valise vide. Anne Gruner la remplissait de nouveaux vêtements et il lui donnait des conseils pour faire sa fondation. Et enfin, pour ne pas accaparer trop la parole, j'ai rencontré Georges Henry très régulièrement quand j'étais au Centre Pompidou, parce qu'il avait décidé de faire un livre qui s'appellerait « Ma vie en alphabet ». Et j'étais chargée de lancer les mots de cet alphabet qui devait être désordonné. Et Georges Henry saisissait la balle au bond et me racontait toute sa vie. Et un jour, il a décidé en 81 de ne plus faire ce livre, donc je ne l'ai pas non plus fait. Et je suis encore émue de parler de choses qu'il m'a dites, parce qu'il me semble toujours que je trahis un peu un secret, mais ce serait pas bien de le publier, mais je crois que je peux le dire de temps en temps. Et on l'a fait une fois à Marseille, déjà, à l'invitation des amis du musée, avec
Michel Sterstrevens, où on a fait une espèce de petit numéro improvisé à deux personnes. Voilà. Très bien. Alors, troisième grand témoin, Jean-Claude, notre collègue Jean-Claude Duclos, qui lui vient de très loin, il vient de la Camargue. Il a été très jeune le fondateur, si on peut dire, du musée camarguais dans le parc régional de Camargue. Et ensuite, il a fait une très belle carrière en tant que directeur du musée dauphinois à Grenoble. Alors, Jean-Claude, toi, tu as côtoyé aussi Georges-Henri ? Eh bien, moi, je l'ai rencontré, Georges-Henri Rivière, en 1972, dans le cadre d'un séminaire itinérant organisé pour les responsables des parcs naturels régionaux. Il faut savoir qu'il a pris part très, très activement à la création des parcs naturels régionaux, notamment lors des Journées de l'URSS en Provence en 1966. Il s'agissait à l'époque de concevoir un mode de protection du territoire qui prenne en compte les avis de la population qui habitait ces territoires. Les parcs nationaux, les réserves, c'était bien, mais il fallait aussi des mesures qui soient adaptées à des territoires plus habités. Et Georges-Henri Rivière a été là une force de proposition importante, tellement d'ailleurs qu'après, il a participé à la formation, justement, des directeurs de parcs. Et c'est dans ce cadre-là, j'étais à l'époque au parc naturel régional de Camargue, qui était en cours de création. Oui, bien sûr, je m'en souviens très bien, avec Francis Fabre. Et Georges-Henri était là et nous avons reçu pour parler un peu de ce que pourrait être ce musée de la Camargue, qui était alors qu'une bergerie désaffectée, et c'était tout. Et en fait, de 72 jusqu'à l'inauguration du musée en 79, je n'ai pas cessé de voir Georges-Henri très régulièrement à Paris, et puis tous les étés où il venait passer une semaine en général en Camargue, après avoir passé une semaine en Cévennes, et puis ensuite je l'amenais au Treil à Tourtour, où il continuait son séjour estival auprès d'Annette Grenière-Schomberger, comme vous l'avez rappelé. Oui. Voilà, et en fait, j'ai travaillé avec lui, on peut dire, presque jusqu'à la fin. Je suis encore allé le voir à Louveciennes, à la clinique, où il a malheureusement fini ses jours. Et où, effectivement, cet étudiant s'occupait aussi de sa correspondance. Oui. J'ai reçu plusieurs lettres écrites sous la dictée par cet étudiant qui était effectivement là, rémunéré par Annette Grenière-Schomberger. Oui. Ben oui, ça a été douloureux de le voir effectivement achever sa vie, finir, parce que moi je conserve de lui un homme extrêmement stimulant. Je crois que chacun des rendez-vous qu'on avait avec lui nous galvanisait, nous donnait une énergie extraordinaire, et toujours cette envie de faire, de réaliser, pour laquelle d'ailleurs il nous sollicitait sans arrêt. Ça a été vraiment une grande chance de le connaître. Mais peut-être on reviendra sur différents points, et notamment, parce que c'est un moment que j'ai partagé effectivement, sur la création du concept d'écomusée. Oui, Georges-Henri, comme tu l'as rappelé, est mort en 1985, en mars 85, donc ça fait 30 ans. C'est un peu la raison pour laquelle nous avons organisé cette séance à ce moment-là. Oui. Bon, évidemment, la table, et nous avons la chance de vous avoir tous les trois, on aurait pu avoir beaucoup plus de monde qui ont connu et apprécié Georges-Henri Rivière, parce que si Georges-Henri Rivière a peu écrit, même s'il a quand même écrit une centaine de petits articles qui sont malgré tout assez importants, il a beaucoup marqué une génération. Et je voulais simplement rappeler qu'il y a un certain nombre d'ouvrages qui ont été publiés. Alors le principal, c'est la thèse, au fond, de notre collègue de Francfort, conservatrice au musée de la ville de Francfort, Nina Gorgus, qui a écrit une biographie assez complète qui s'appelle « Le magicien des vitrines », qui a été publiée en 2003 et dans lequel, effectivement, on trouve beaucoup d'éléments concernant la vie de Georges-Henri Rivière. Et puis, il y a évidemment notre collègue et ami Martine Segalen, qui regrette bien de ne pas pouvoir être avec nous ce soir, et qui avait écrit un livre un peu nostalgique, il faut dire, « Vie d'un musée 1937-2005 », où elle parle évidemment de Georges-Henri Rivière dans le musée, enfin à travers l'histoire du Musée national des arts et traditions populaires, dont elle a été un élément très, très actif et brillant. Elle a été, à la fin
du musée, directrice de recherche et directrice du Centre d'ethnologie française. Je rappelle aussi qu'il y a eu un article important en 1985 d'Isaac Kiva, qui était donc un professeur d'ethnologie et un grand connaisseur évidemment de toute l'histoire de l'ethnologie, en particulier de l'ethnologie européenne, et qui a laissé un bel article sur l'œuvre de Georges-Henri Rivière. Et puis enfin, une publication un peu plus récente de nos collègues du Musée des Arts et Traditions Populaires, Denis Michel Bouel et Jacqueline Christophe, dans lequel nous avons des témoignages sur Georges-Henri Rivière, notamment Georges-Henri Rivière dans la période de la guerre et de l'après-guerre, et notamment une contribution importante, et c'est là-dessus que je voulais insister, de quelqu'un qui a évidemment côtoyé de très près Georges-Henri Rivière, qui est André Desvallées. André Desvallées, on lui a demandé de venir, et puis il est très très malade, et il ne peut plus se déplacer. Il n'a même pas pu d'ailleurs visiter notre musée ici à Marseille. Mais André Desvallées avait connu Georges-Henri Rivière dès 1959, puisqu'il avait été son adjoint, et il m'a quand même écrit des mots très, très gentils et que je vous lirai à l'occasion, qui témoignent au fond de sa relation avec Georges-Henri Rivière. Voilà, donc André Desvallées est aussi parmi nous, même s'il est loin dans la banlieue parisienne en ce moment. Donc on va peut-être passer et revenir un petit peu en arrière avec le premier extrait. Voilà, j'ai fait signe, comme Emmanuel Laurentin, c'est mieux, c'est comme ça? Comment il fait d'habitude? Rappelez-moi. Il envoie. Georges-Henri Rivière, que ses amis appellent GHR, le créateur du Musée des Arts et Traditions Populaires, n'est pas un homme facile à définir. Il est le parrain de presque tous les musées dits de l'homme qui se sont créés dans le monde. Le monde entier le consulte. C'est un savant, sans doute, mais c'est aussi un homme d'imagination. Exemple, on pourrait en donner beaucoup. On peut en tout cas donner celui-ci. L'une des missions ethnographiques les plus importantes d'avant-guerre fut la mission Dakar-Djibouti, dirigée par Marcel Griaule. Michel Léris en était. C'était en 1931. Les scientifiques manquent toujours d'argent, c'est bien connu. Georges-Henri Rivière eut l'idée d'organiser un match de boxe dont les recettes iraient à la mission Dakar-Djibouti. Quel boxeur serait la vedette? Le grand Al Brown. C'est une idée de Georges-Henri Rivière, GHR. Le jour de l'inauguration de l'exposition Dakar-Djibouti, 2 ans plus tard, il y avait un ring à l'entrée du musée et à chaque coin, un gardien de musée. Hélas, la photo de cette mise en scène n'existe pas. Cet homme, GHR, pour faire son portrait en se promenant, nous l'avons filmé dans sa maison familiale qu'habite aujourd'hui son cousin, en Picardie. Oui, alors aujourd'hui, on a un service de mécénat très spécialisé. Et autrefois, il y avait Georges-Henri Rivière qui trouvait des fonds par tous les moyens, y compris en organisant des matchs de boxe. Voilà ce que ça nous dit. Et aussi, ça rappelle quand même quelque chose d'important dans l'histoire des musées d'anthropologie. C'est au fond la relation au terrain, à l'enquête directe. Pourquoi? Parce que je crois que Georges-Henri Rivière a été, au début de sa carrière, à partir de 1928, extrêmement influencé par l'ethnographie exotique, et que cette fameuse mission Dakar-Djibouti, organisée par Marcel Griaule, a été, non pas il n'y a pas participé, il a simplement collaboré à son organisation et à son financement, ce qui était déjà pas mal, mais il a participé à l'exposition de retour de cette expédition. Et je crois, et c'est la question que je voulais poser à Martin Jaoul, que pour les conservateurs de cette époque, le fait d'aller sur le terrain, d'acquérir une documentation de première main était très importante, et que Georges-Henri Rivière, toute sa vie, toute sa carrière, a continué ces campagnes et ces recherches de terrain qui continuent d'ailleurs
aujourd'hui, mais c'était peut-être pas si évident que cela, d'organiser un travail scientifique à cette époque, avant-guerre, donc, dans les campagnes françaises. Bon, avant-guerre, j'y étais pas, mais c'est vrai que à partir du moment où le musée des ATP a ouvert au Bois de Boulogne, on a eu la découverte, nous, en tant que jeunes conservateurs, de toute cette matière de recherche sur le terrain. Et vraiment, c'était même dans ces cours de muséographie aussi, ils n'arrêtaient pas de dire que voilà, on n'avait rien à faire, rien à voir avec des antiquaires. On avait avant tout la nécessité de situer chaque objet dans son contexte scientifique et de l'interpréter dans un contexte social plus général. Et ça, c'est vraiment une leçon qu'il nous a laissée. Moi, quand je suis arrivée, on était en plein dans une des plus belles enquêtes qui a été faite au musée et qui, justement, était un peu pluridisciplinaire. C'était l'enquête sur l'Aubrac, où on abordait un terrain, l'Aubrac, à travers tout un panel de regards, le regard de l'agronome, le regard de celui qui s'intéresse à l'artisanat, le regard du sociologue. Et les équipes qui ont travaillé là à ce moment-là ont vraiment ramené des objets qui parlent énormément. Le moindre objet a derrière lui toute une relation avec le film qui va avec, le carnet de terrain de l'ethnologue, avec les recherches documentaires faites éventuellement après, avec les enquêtes orales qui ont été enregistrées. Et ça, c'était pour nous fondamental, c'est-à-dire que chaque objet dans le musée, ce n'était pas juste un objet sur une étagère, c'était un dossier d'objets, un inventaire dans lequel chaque objet était en relation, ne serait-ce que par son numéro, puisque les collections étaient numérotées avec des sous-numéros pour chaque objet, mais aussi en relation avec les différents services du musée, que ce soit la bibliothèque, les archives sonores, les archives visuelles, la photothèque, parfois même la collection d'images ou d'affiches en liaison avec eux. Donc ça, c'était très important, c'est que pour nous, il n'y avait pas juste des objets intéressants ou esthétiques, mais une documentation qui ne pouvait vivre qu'en complémentarité. Martine, on a vu à l'écran un marchandage pour faire entrer au musée une cabane. Oui. Et Georges-Henri m'avait raconté que, comme ces objets étaient précieux, mais sans prix et sans valeur marchande, il avait négocié le remplacement des objets de l'Aubrac avec le catalogue des arts et cycles de Saint-Étienne, où le berger choisissait tout ce qu'il y avait de neuf à la place de ce que vous embarquiez. C'est ça ? L'intérieur des Fajous, qui n'a malheureusement jamais été exposé complètement, c'était un intérieur de ferme en Aubrac. Les gens ont eu à la place une cuisine en formica. Et ils étaient très contents. C'était un peu une arnaque. Quand même. Mais bon, voilà, aujourd'hui, on trouverait ça un peu immoral. Je crois qu'il faut juger avec les yeux de l'époque. On va passer la deuxième séquence. Est-ce que tu te souviens du garçon que tu étais à ce moment-là? Tu peux faire ton portrait, là? Quand tu étais ici? Eh bien, j'étais jusqu'à un certain moment de ma vie qui s'est produit en l'année 1917, n'est-ce pas? J'étais un garçon... D'abord, j'étais un musicien, n'est-ce pas? J'avais une vocation de musicien, j'avais mon vrai métier, comme j'ai toujours... J'ai raté ma vie, moi, n'est-ce pas? Avec tout ce qui m'est arrivé par la suite, par hasard, n'est-ce pas? Et des choses que je ne vais pas dire non, comme mon mariage. Je me suis marié parce qu'on m'a demandé de me marier. Je suis venu au musée des arts et traditions, au musée de l'homme, parce que le professeur Rivet me l'a demandé. Je suis devenu conservateur du musée des arts et traditions populaires parce qu'on me l'a proposé. Je suis devenu directeur du conseil international immobilier parce qu'on me l'a demandé. Mais c'est des choses qu'on m'a demandé. Puis souvent, je n'ai pas osé dire non. Tandis que j'ai osé dire non à la musique, et ça, je le regretterai toujours. Peut-être que je serais passé
à une légère postérité, peut-être de 2 ou 3 générations. Parce qu'à ce moment-là, j'avais une passion de la musique qui ne s'est jamais tout à fait endormie, car je puis te dire que quand je marche, j'entends de la musique, et j'entends ma musique, et que quelquefois, ça m'obsède, n'est-ce pas, en marchant. À ce moment-là, j'apprenais l'orgue. J'étais l'élève de Gigou au conservatoire, à la classe d'orgue, auditeur, mais en même temps, ces leçons particulières. Je prenais aussi des leçons avec Marcel Samuel Rousseau, professeur d'harmonie au conservatoire. Je prenais également des leçons particulières avec lui. Eh bien, je me sentais dans moment. Ici, j'étais un musicien, puis j'avais, je veux dire, une assez grande piété religieuse. Je me sentais très religieux, enfin, encadré dans un tout système de tradition, eu un peu le corps royaliste, il faut dire, n'est-ce pas? Je ne sais pas pourquoi, les nobles, ça me semblait quelque chose de très bien, la noblesse, la vraie noblesse, les blasons. Tu l'es resté un peu? Ah non, je suis en pleine contradiction maintenant. C'est tout à fait différent parce que je suis quand même un démocrate convaincu. C'était un homme plein de contradictions, un touche-à-tout de génie, un homme qui connaissait parfaitement les avant-gardes, qui avait un entre-genre important, qui lui a permis effectivement de réussir ce musée. On ne connaît pas beaucoup de conservateurs qui ont tenu l'orgue de Saint-Louis en Lille, qui ont écrit des chansons pour Joséphine Baker, qui ont intrigué auprès de riches mécènes, les Noailles, les David Veil, pour qu'ils permettent à Buñuel de sortir son chien andalou, qui a scandalisé tout le monde. Le pape a excommunié Buñuel. Les Noailles ont présenté à au tout Paris ce film sulfureux, et le pauvre vicomte a été radié du Jockey Club. Les aventures multiples de Georges Henry sont exactement le résultat de la mésalliance qui a provoqué sa naissance, son père a épousé la petite bonne de la grand-mère de Georges Henry, qui le lui rappelait souvent « Ta mère était bonne chez moi ». Et cette grand-mère terrible, Mamie Lou, chez laquelle il devait aller tous les après-midi jouer du piano, a veillé à lui faire apprendre la musique et suivre les cours du conservatoire. Et il aimait toutes les musiques. Il a facilité beaucoup l'arrivée des premiers jazzmen à Paris, les Noirs, la musique nègre, comme on disait, qu'il avait découverte pendant la guerre de 14, en 17-18, juste après la période orgue à Saint-Louis-en-Lille. Il était soldat. Et tout de suite au retour, les années folles, c'était les années du Bœuf sur le toit et de Vienner et Doucet. Mais quand il était petit garçon, il habitait Montmartre, en face du Moulin de la Galette. C'est le Montmartre qu'a peint Picasso au bateau Lavoir. C'était comme un village avec une étable. Il allait chercher le lait à la ferme. Il y avait des vaches à Montmartre. Et donc, je pense que ce goût du Kafkon, et qui est ensuite arrivé chez Joséphine, pour laquelle, à cause du chien andalou, il a écrit une chanson qui s'appelait « Le loulou florentin », dont j'ai toujours rêvé de... Je ne sais pas si vous l'avez, vous, dans vos réserves musicales. Zève, est-ce que vous avez le loulou florentin de Georges Henry? Est-ce que tu as les réserves, dans tes réserves? Voilà, on aurait pu passer le loulou florentin. Voilà, donc, vous voyez, vous pouvez imaginer à quel point ce personnage qu'on adorait, vous sentez qu'on l'aime, combien ça a pu agacer les directeurs des musées de l'époque. Ça les rendait fous. Et non seulement on l'aimait, non seulement il était génial, mais en plus il était insolent, il inventait toutes sortes de facéties, comme par exemple le 1er avril, il était photographié au milieu de l'association des pêcheurs avec un énorme poisson dans les bras. C'était pas sérieux. Mais en même temps, quand il voulait bouger le tout Paris, parce qu'il allait aussi au grand bal de la place des États-Unis, tous ces grands bals costumés, on a des photos de lui avec un chapeau de forme en habit, des déguisements formidables. Quand il sifflait le tout Paris pour venir à une exposition, ça faisait le bœuf et il trouvait les crédits. Donc on rêverait d'en avoir quelques-uns. On va regarder le prochain parce qu'on va comprendre comment on passe du music hall au musée.
La question que je me pose, je ne sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, quelqu'un dont la spécialité est de faire des expositions, ça ne s'appelle pas encore de la muséographie, ça s'appelle comment? On peut pas te dire que c'est un exhibitionniste, quand même. Oui, mais enfin, ça a un nom? Non, ça ne va pas avoir de nom. Parce que je veux dire, tu as commencé par faire ça, si je puis dire, dans ta direction de en sortant, parce qu'on me l'a demandé. Oui. Comme j'ai déjà dit. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on me l'a demandé? Bon, on me l'a demandé, j'ai dit oui, parce que je sais pas aussi dire non. D'accord. Non, mais pourquoi est-ce qu'on l'a demandé à toi? Parce que je sais pas, on a pu trouver que j'avais un jour sur une table, mis 2 bouchons et une serviette ensemble, comme mon oncle Henri Rivière, lorsqu'il a créé les ombres chinoises du chat noir. Nous avons tous les deux marché par 2 cabarets. Lui, c'était le chat noir, moi, c'était le bœuf sur le toit. J'avais des amis là-dedans. On s'est dit, tiens, ce type-là, il est rigolo, il doit avoir du talent, faites ça, faites ceci, ou cela. Puis je l'ai fait, on dit, tiens, il fait très bien les expositions. Mais quand tu parlais d'assiette avec les 2 bouchons, tu pensais à quelque chose de particulier ou à rien? L'assiette avec quoi? Non, quand tu dis, parce que peut-être qu'un jour j'ai fait quelque chose sur une table avec 2 verres. J'étais toujours en train de bricoler avec mes mains. Tu sais, quelquefois le piano, c'est pas le piano, c'est les tables et n'importe quoi. Alors qu'est-ce que tu faisais avec tes mains? Je sais pas, des miniatures, mais surtout des moudras. Pour parler, puisque ça a l'air de t'intéresser que je parle l'Inde, je faisais la moudra, n'est-ce pas? Mais c'est pas ça. Je veux bien que tu m'expliques ce que c'est que faire la moudra. C'est pas faire l'amour, parce que... Non, mais je suis pas dit ça. C'est un jeu de même, mais qui n'est pas un jeu de vilain. Oui. Voilà. Donc, tu peux nous expliquer ce que c'est? Mais c'est plutôt, c'est l'histoire de l'exposition colombienne, des arts précolombiens, c'est ça qui m'a valu d'entrer dans les musées. J'étais un ami de Zervos. Cahier d'art. Oui. Tu trouveras dans Cahier d'art des textes de moi sur le jazz, sur Duke Ellington, des histoires comme ça, parce que j'aimais à ce moment le jazz. Avant, le monsieur, je sais pas, le spécialiste du jazz, un peu fanatique, là, je ne sais plus comment il s'appelait, qui embêtait tout le monde avec sa théologie du jazz, n'est-ce pas? Et alors, donc, Zervos me dit, allez donc au musée d'ethnographie du Trocadéro, vous verrez des objets d'art précolombien, c'est extraordinaire, les surréalistes aiment ça. Je le savais vaguement parce que les vitrines fermaient mal, c'était des vitrines en sapin noirci. Et je veux dire que certains surréalistes que je ne nommerai pas, moyennant quelques honoraires versés aux gardiens, pouvaient s'emparer un petit peu comme ça, coup par coup, de quelques objets, des jades qui étaient dans ces vitrines. Et puis après ça, ni vu ni connu parce que les inventaires étaient mal tenus. Puis il n'y a pas beaucoup de gardiens. En tout cas, je savais ce que c'était quand même, un peu. Alors, je suis allé revoir ce musée qui était surtout rempli de bandes d'enfants avec leurs amis et puis les amateurs clandestins de précolombianite, n'est-ce pas? Et puis alors là, je reviens sur Zervos, c'est pas du tout une exposition, c'est pas du tout un article qu'il faut faire dans le Cahier d'art, c'est une exposition, ça va être formidable. J'avais un ami qui était à ce moment-là Bataille, le fameux écrivain qui était un ami intime de moi, n'est-ce pas, Bataille. Et Bataille me dit, je connais un archiviste qui s'appelle Métro, tu devrais le voir. Il est archiviste comme moi, peut-être qu'il est un peu là-dedans, il pourrait te donner un conseil, parce que tu fais l'exposition précolombie, il faut quand même que tu y connaisses quelque chose, n'est-ce pas? Alors je vois donc ce Métro, et puis aussi, j'allais voir Mettmann, le conservateur en chef du musée des arts décoratifs en ces lointaines époques. C'était un homme charmant. Jean-Henri, qu'est-ce que c'est que ça, l'art précolombien? Mais ça va être un four. Si on fait ça, ça sera un flop. Il faut surtout... Je veux bien le faire, mais il faut une garantie. Alors, je vois mon grand David Veil, qui depuis déjà un certain temps, dont j'étais un peu le surintendant aux bienfaits et aux collections. Et je lui raconte ça. Ça vous amuse? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'il faut comme garantie? Vous voulez comme dire ça? Je me dis, je sais pas, moi, tant, je sais pas. Je vais voir Mettmann avec la garantie, on fait la promesse du chèque. Je dis, oh, mais ça va très bien, dans ce cas, on fait l'exposition. Le chèque, c'était une garantie, finalement. Une garantie de débours. Une garantie de trust, n'est-ce pas? Mais, compagnie. Mais alors, dans ce cas-là, l'exposition a un succès formidable, n'est-ce pas? Mais incroyable, j'ai même des lettres de Simone, comment s'appelait, la femme du poète, là, du prophète des surréalismes, Breton, tu veux Breton, de Simone Breton. M'envoyant une lettre, j'avais encore comme si... Je crois qu'elle est chez moi, d'ailleurs, avec une tâche de la Révolution surréaliste, et me disant, Georges-Henri, tâche de m'avoir une entrée gratuite pour aller voir cette exposition, n'est-ce pas? Enfin, tout arrive. Et alors, un beau jour, un monsieur que j'avais comme ami, qui était le vicomte de Noailles, n'est-ce pas? Charles, le mari de Marie-Laure, n'est-ce pas? Me dit, Georges-Henri, il y a un vieux professeur qui veut vous voir, vous devriez aller le voir, il a quelque chose à vous dire. Oh, bon, je laisse passer le temps.
peu de temps après, quand même, comment s'appelait le conservateur du musée Guimet, qui était un homme admirable, Aquin, n'est-ce pas, le spécialiste du gréco-bouddhisme, qui a fait des fouilles superbes en Afghanistan, me dit « Georges-Henri, c'est pas sérieux, il y a un professeur, le professeur Rivet, qui veut vous voir au muséum, dans son laboratoire d'anthropologie. Il a quelque chose à vous dire, de très important, je vous assure qu'il faut que vous y alliez, n'est-ce pas ?» Alors, je vais voir ce professeur Rivet dans un escalier noirâtre que je vois de temps en temps quand je vais faire des aides de programme à l'Association des conservateurs, parce qu'on a fait en ce moment un texte sur la déontologie professionnelle et institutionnelle. Enfin, on fait un truc comme ça depuis un certain temps. Et chaque fois que je passe devant un escalier noirâtre sur la droite, noirâtre, enfin dans un bâtiment obscur et sévère, n'est-ce pas? Je me dis, c'est là que j'ai gravi les degrés de ma première carrière dans les musées, parce que je suis arrivé devant le professeur Rivet qui me dit « Alors monsieur, mais vous avez bien tardé à me voir, mais je me demandais qu'est-ce que c'est. Où avez-vous fait votre thèse ?» Parce que je suis curieux, moi je suis un spécialiste de l'américanisme, et je ne connais pas une thèse de vous. Monsieur, je disais pas de thèse. Mais il dit, qu'est-ce que vous dites? Je suis un simple bachelier. Ah, eh bien après tout, on verra. Et moi, je vous dirais, moi je m'occupais de la science, on va remettre ensemble le musée d'ethnographie et la chaire du muséum, n'est-ce pas? Alors moi je m'occupe de la science, vous ferez l'organisation, vous ferez des expositions comme celle-là et on s'entendra bien. Et puis il me dit, vous savez, pas de blague, je veux votre réponse bien vite. Je vous donne 48 heures pour me répondre oui ou non. Et puis en somme, n'est-ce pas aussi, me dit-il, rendez-vous compte que le poste que je vous offre est un poste qui n'est habituellement offert qu'à des docteurs et sciences. Vous entendez, des docteurs et sciences. Voilà comment on arrive du music hall au musée d'ethnographie du Trocadéro et qu'on devient l'adjoint du professeur Rivet, qui était un américaniste. Ça me donne envie, si vous me permettez, de lire cette petite lettre d'André Desvallées, parce que tu dis, on l'adorait, il l'adorait sûrement, mais c'était quand même quelqu'un qui avait un caractère. La mémoire collective, tout autant que moi-même, c'est André Desvallées qui parle, nous assure que c'était un homme qu'on pouvait à la fois aimer et détester, mais qui ne pouvait laisser indifférent, du genre amour-haine. On pouvait le détester pour son caractère papillonnant. Je vais de fleur en fleur, d'épi en épi. On pouvait le maudire lorsqu'il vous faisait travailler afin d'essayer d'atteindre la perfection à n'importe quelle heure du jour et de la nuit pour refaire ce qu'il vous avait demandé et que vous aviez déjà effectué. Mais le travail se faisait dans la passion, plutôt comme en famille qu'en entreprise. Je me souviens d'un jour, disons vers 65-66, rappelez-vous qu'André était rentré en 59, où je lui avais fait remarquer que j'avais déjà fait la valeur de 3 semaines d'heures supplémentaires depuis le début de l'année. Mon épouse en ayant fait le compte. Il m'a répondu, elle a bien du temps à perdre. Voilà. Alors, au-delà de ces anecdotes, en 28, donc, commence cette fameuse carrière de muséographe qui va l'amener très loin et qui va l'amener à fonder, au fond, une muséographie, la muséographie selon Georges-Henri Rivière, c'est d'ailleurs qui a donné lieu à un ouvrage après sa mort. Oui, en 1989, publié chez Masson. C'était un certain nombre de principes, en quelque sorte, qui sont toujours appliqués dans un certain nombre d'institutions. Alors, Jean-Claude, peux-tu nous rappeler, puisque au fond, le musée dauphinois a été initié d'une certaine manière par vous-même et par donc des gens qui avaient travaillé avec Georges-Henri Rivière et qui avaient appliqué un certain nombre de ces prescriptions sur un plan muséographique ou expographique. Je crois qu'il faudrait rappeler aussi, parce que ça n'a pas été dit dans le film, très bon film d'ailleurs de Denis Michel Bouel, oui. C'est que le musée des ATP, au temps où Georges-Henri Rivière le dirige, n'est pas la maison mère, parce qu'il n'a jamais employé cette expression, mais est un point de rencontre et aussi un lieu de conseil pour toutes les expériences qui en France se développent autour de l'ethnologie régionale. Et ainsi, Georges-Henri va conseiller la programmation de très nombreux musées
dans les différentes régions de France. Il vient effectivement à Grenoble aussi, peu après la guerre. Et c'est lui le premier qui a l'idée de transférer le musée dauphinois, qui se trouve trop à l'étroit. D'ailleurs, il observe tout de suite que ses collections sont là vraiment en train de pourrir. Je crois qu'il emploie même le mot, et qu'il faut leur donner un cadre à leur mesure. Et il propose effectivement à la municipalité déjà de restaurer un ancien couvent. Bon, c'est là d'ailleurs où le musée dauphinois va un jour être aménagé. Mais il fait tas d'autres choses aussi. Je voudrais rappeler ce qu'il dit en faisant la programmation du musée de Bretagne à Rennes. Il dit, je crois me souvenir exactement de ses propos parce qu'ils sont très importants, deux thèmes s'imposent alors vers lesquels doivent tendre les présentations muséales, le temps et l'espace autour d'un territoire donné, les rapports de l'homme et de la nature. Et cette phrase-là, il a dit en 1957. Or, on voit qu'elle contient en germe, en fait, toute la théorie de l'écomusée que Rivière va développer à partir du moment où il est associé à la réflexion sur les parcs naturels régionaux. Oui, à Grenoble, on a effectivement tiré parti de cet héritage-là. Et je crois qu'un des aspects les plus importants que nous avons essayé de développer et qu'il préconise dès la mise en place du concept d'écomusée, je rappelle qu'il écrit sa première définition de l'écomusée en 1973, c'est-à-dire 2 ou 3 ans après la création du mot. Il va donner un contenu à cette expérience. L'écomusée est un miroir des populations. Voilà. Oui. Mais il fonde également cette entreprise muséale sur la participation de la population. Et ça, c'est une dimension, effectivement, que nous avons développée beaucoup à Grenoble, déclinée des quantités de fois, et qui, d'ailleurs, je crois, va faire l'objet d'une prochaine rencontre, ici même au MUSEM, le mois prochain, il me semble. Avec la FEMS. J'espère qu'on fera le lien. La Fédération des écomusées des musées de société. Voilà. J'espère qu'on fera le lien, justement, avec ce qu'en disait Georges-Henri Rivière. Et au-delà, aux ATP, lorsqu'il crée, qu'est-ce que c'est que cette muséographie dite du fil de nylon de notre magicien des vitrines, comme dit Nina Gorgous? Effectivement, on peut peut-être rentrer un peu dans le détail. Et c'est vrai que c'était très révolutionnaire. Et ça partait, là encore, de cette intention de partir de la recherche, d'un domaine scientifique. Il avait horreur, je crois, de tout ce qui était justement le folklore, bien qu'il soit très fantaisiste lui-même, quand il était dans la muséographie, il était extrêmement strict. Et donc il fallait que l'objet soit vu comme tel, que le fond soit le plus neutre possible, donc un fond noir pour ne pas avoir d'ombre, qu'on ne voit pas de socle, qu'on ne voit pas de tout le matériel qui quelquefois, même les cadres, il faisait désencadrer le peu de peinture qu'il y avait dans le musée, était toujours désencadré, pas de cadre, pas de socle, pas de rien. Et alors le fil nylon, ça a été vraiment son invention, on l'a un peu caricaturé d'ailleurs, mais ça permettait de traiter la vitrine presque comme un tableau. De même, il ne fallait pas mettre des cartels n'importe où en dessous de l'objet. Et la vitrine se lisait comme un livre, de gauche à droite et de bas en haut. Et les textes qui accompagnaient, parfois, puisqu'il y avait un fil conducteur, les textes qui accompagnaient, les renseignements étaient eux aussi très hiérarchisés, positionnés de manière très particulière. Rien n'était improvisé. Rien n'était improvisé, et chaque objet avait sa place. Et de cette volonté, je dirais presque draconienne, de cette discipline, curieusement est née une esthétique extraordinaire. Et pourtant, à l'époque, on n'avait pas les moyens d'éclairage qu'on aurait aujourd'hui, mais les objets ressortaient parfaitement, et on y voyait vraiment la beauté de l'art populaire, la beauté de l'outil. Voilà, au point qu'aujourd'hui, certaines de ces vitrines, comme la vitrine de la transhumance, sont exposées comme étant elles-mêmes des chefs-d'œuvre par notre collègue Laurent Lebon à Beaubourg-Metz. On passe à l'extrait suivant. Avec le musée des arts et traditions populaires,
Nous ne sommes pas dans le domaine des projets, mais des réalités, puisque la construction en a déjà commencé. Et nous avons demandé à Georges-Henri Rivière, qui est le créateur de ce musée, de nous dire dans quel esprit il a conçu son bâtiment. C'est tout ce monde qui disparaît. Ce monde des pays de France, des façons de cultiver la terre, d'élever le bétail, de se vêtir, d'habiter, de se divertir, d'imaginer. C'est tout ce monde-là qui disparaît au travers de nos pays, et c'est l'objet du Musée des Arts et Traditions Populaires de le conserver. C'est un bâtiment ultramoderne qui se dresse en ce moment à côté du jardin d'acclimatation. Pourquoi ce bâtiment? Parce qu'il doit remplir les 3 fonctions essentielles d'un musée comme le nôtre, adapté à la situation que je viens de dire. D'abord, il doit conserver, il doit sauver le plus beau de ces témoins d'un âge pré-industriel qui disparaît, et pour cela, il y aura les dispositions les plus savantes, le climat les plus raffinés pour que ces objets soient transmis aux générations futures. Il faut les préserver, mais il faut aussi les étudier. Il y aura tous les moyens scientifiques qui seront investis dans les laboratoires pour que des études approfondies puissent être faites autour de ces témoignages. Enfin, il faudra les mettre en valeur, et l'explication de ces choses sera donnée dans les galeries ouvertes au grand public et encore par les prolongements des moyens audiovisuels dans les auditoriums. En somme, un manifeste au passé traditionnel de la France avec tous les moyens de conservation, d'études et de mise en valeur. Oui, il disait faire le musée du peuple pour le peuple, le musée du peuple pour le peuple. Et il disait aussi, je ne sais pas comment ça va te faire réagir, toi qui étais conservatrice de musée d'art, entre autres, il faut en finir avec la tyrannie des chefs-d'œuvre. Oui. Et je trouve que cette phrase, moi je l'aime beaucoup, mais qu'est-ce que tu peux en dire, comment la commenter? Qui est aussi haïssable que celle des goûts, il disait. Et je pense qu'elle est... Je pense qu'il a raison. Et ça fait partie du conflit de sa vie. Cette première époque de sa vie, où jusqu'à 28, aux années 1928-29, il est un dandy musicien qui s'amuse tout en côtoyant ces riches personnages dont il fait les collections et qu'il attire en mécénat dès qu'il peut aider quelqu'un. Il est le familier, il connaît Picasso, Cocteau, il connaît tous ces artistes de façon intime et amicale. Et tout d'un coup, il passe du côté de sa mère vers les pays de France et ces objets. Il me disait, au Louvre, il n'y a pas une seule chaise modeste. Donc ces musées qui sont des temples de richesses qui sont passées des rois et des princes aux visiteurs, finalement, il va les désaimer par passion pour cette France rurale dont il explique très bien dans ce reportage qu'elle disparaît. Et lui qui fréquentait dans sa vie, dans les 9 mois parisiens, toutes sortes de gens passionnants, collectionneurs comme son oncle Rivière, chez lequel se tenait aussi un salon de conservateurs renommés. Il va passer tous les étés à la campagne, dans l'Oise, dans la ferme de ses autres grands-parents, et il est de ces deux cultures. Puis tout d'un coup, dans sa vie, c'est cette deuxième culture qui va prendre le dessus, et il va être choqué, comme nous le sommes, nous, dans les musées, du fait qu'on ne nous parle plus que du prix des œuvres. Quand elle est belle, il faut qu'elle vaille des millions. Et Georges-Henri, il critiquera aussi, et j'ai noté cette phrase, puisqu'on juge aussi les musées d'après les millions de visiteurs qu'ils ont, le succès des musées ne se mesure pas au nombre des visiteurs qu'il reçoit, mais au nombre de ceux auxquels il a enseigné quelque chose. Sinon, c'est un abattoir culturel dont on ressort réduit en saucisson.
Et j'aimerais qu'on l'enseigne aujourd'hui aux élèves de l'école du Louvre, et surtout aux journalistes, parce que Dieu sait qu'on est content à Marseille d'avoir le Mucem et qu'il y ait eu 2 millions de visiteurs la première année, mais comme c'est précieux aussi de voir des petits-enfants qui photographient vos... Je ne sais jamais comment ça s'appelle, les petits machins carrés que je ne sais pas utiliser sur vos notices. Flash code, là. Voilà. Et ceux-là, ils apprennent quelque chose et ils se régalent. Et s'il n'y en a que 10 à la fin de la journée où il y a eu 100 000 visiteurs, mais alors Georges Henry est ravi. On passe à l'extrait suivant. C'est le premier musée construit à Paris depuis 30 ans. Le musée des arts et traditions populaires était en effet jusqu'à maintenant presque clandestin. Ses collections, qui étaient enfermées dans les sous-sols du palais de Chaillot depuis 1937, depuis l'exposition de 1937, viennent enfin de trouver place dans ces bâtiments modernes construits au bois de Boulogne. Cela représente à peu près 1 million, oui, environ 1 million d'objets, de documents rassemblés pour sauver de l'oubli ceux qui, jusqu'à maintenant, restent un petit peu trop dans l'ombre de la grande histoire, c'est-à-dire, tout simplement, la vie quotidienne. Vous allez dire, encore du folklore. Ben oui, c'est du folklore. Mais ce n'est pas forcément du folklore de patronage, comme ceci, par exemple. Quan vos gagna pasturetto charmanto, quan vos gagna per guardar lo bestia, quan vos gagna pasturetto charmanto, quan vos gagna per guardar lo bestia. Les efforts que nous conduisons ici tendent à rassembler des objets qui sont les témoins d'une culture, notre culture, en train de disparaître. Aussi, ceux des objets qui sont les marques les plus significatives de la culture en train de naître. Vous me direz, alors votre musée, c'est le musée de la nostalgie, c'est le musée du passé. Voilà. Je vous répondrai, d'une part, le passé, c'est un inventaire des formes, c'est un répertoire, et par conséquent, une source pour le renouvellement de l'imagination, mais d'autre part aussi, ce travail que nous avons conduit sur la société traditionnelle française, un peu à la manière dont un ethnologue le conduit lorsqu'il se rend dans des cultures très lointaines. C'est juste, vous vous conduisez avec la culture française un peu comme d'autres pratiquent avec les Zoulous. Un peu comme d'autres pratiquent avec les Zoulous, à cette différence près que nous sommes nous aussi les Zoulous en question. Comment un outil peut-il devenir un objet d'art? Un outil devient un objet d'art d'abord à partir de l'instant où il perd sa fonction utilitaire, strictement utilitaire. Mais il est œuvré, il est façonné avec amour, ça compte peut-être un peu cela. Naturellement, on a mis beaucoup de soi-même dans la confection de chacun des objets que vous voyez ici. Mais l'important, c'est de marquer qu'ils sont en vitrine, c'est-à-dire dans un espace irréel, dans un espace qui n'est pas l'espace pour lequel ils ont été originairement conçus. Mais quel est votre outillage à vous, chercheur? Notre outillage, c'est d'abord tout un laboratoire d'analyse, de restauration et de conservation des objets. Et puis il y a aussi, chose étonnante dans ce musée de la vieille France, un ordinateur. Un ordinateur qui n'est pas chargé de gérer seulement les collections. Nous mettons les proverbes en ordinateur. Vous allez mettre en analyse pour une femme qui a des maux de nerfs, le meilleur remède est le bâton. Par exemple. Ça nécessite une analyse. À l'intérieur d'un corpus de proverbes, oui. Décidément, ces scientifiques, comme dirait François de Closet, ne manqueront jamais une occasion de nous étonner. Car à côté de leur ordinateur, ils conservent une sorte de tendresse secrète pour cet instrument. Oui, c'est un moutardier à musique qui fait partie de la grande tradition populaire et qui donc, en conséquence, figure dans leur rayon. Mais la tradition, ça n'est pas seulement le passé, c'est aussi l'avenir. Et nos scientifiques commencent à collectionner ceci, les crayons à billes. Pourquoi un crayon à billes, me direz-vous? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a gros à parier que dans 50 ans, nos arrière-petits-enfants les considéreront avec autant d'attention, peut-être même autant de tendresse, là aussi, que nous en avons aujourd'hui pour ces plumes d'oie avec lesquelles écrivaient nos grands-mères.
Voilà une séquence un peu nostalgique, mais qui dit bien, au fond, les deux facettes d'un musée comme le nôtre, c'est-à-dire à la fois un lieu de conservation d'un patrimoine pour les générations qui viennent, et puis aussi un magnifique, en tout cas ce qu'était le musée des arts et traditions populaires, un magnifique outil scientifique. C'était ce concept qui avait été aussi inventé et voulu par Georges-Henri Rivière du musée laboratoire, qui a été d'ailleurs dès 1966 associé au CNRS pour fonder le laboratoire d'ethnologie française. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots, cette formidable outil scientifique? Oui, parce que ça, c'était une grande nouveauté aussi, qui était très mal comprise d'ailleurs des autres musées, d'avoir, dès 1966, créé une convention entre le CNRS et un musée pour en faire donc un laboratoire du CNRS. Et quand je suis arrivée au musée, tout le temps où j'y suis restée d'ailleurs, ce musée avait donc les deux fonctions, celle effectivement de collecter scientifiquement et de montrer et de mettre à disposition du public de manière la plus conviviale possible ces recherches, mais en même temps, il y avait des personnes au sein du musée qui faisaient de la recherche, je dirais, pure, sans forcément l'obligation de revenir avec des collections, mais simplement pour documenter et réfléchir sur de quoi était faite notre société et comment elle avait évolué, comment elle évoluait entre tradition et modernité. Et vous avez vu sur le film donc Jean Cuisonnier, qui a été le premier directeur du musée après Rivière, qui était issu du CNRS et qui était également directeur de ce laboratoire. Alors après, on a eu quelques problèmes parce que les règles de fonctionnement des musées et du CNRS n'étaient pas les mêmes. Et donc, il a fallu à un moment donné que Jean Cuisonnier ne renouvelle pas indéfiniment son mandat de directeur de recherche, de directeur du laboratoire de recherche. Et alors, on a commencé à avoir un musée à deux têtes, et avec des personnels, et d'ailleurs, je crois qu'on était tous très conscients, avec des personnels qui n'avaient pas les mêmes comptes à rendre aux mêmes institutions, même si on était un musée-laboratoire, malgré tout, certains chercheurs étaient mieux notés s'ils publiaient que s'ils faisaient une exposition, ce qui prend beaucoup de temps et demande de mettre la main à la pâte. Et puis, il y a eu la période, la dernière, où j'ai connu justement Martine Ségalen, qui, elle, enfin, il y avait les deux Martines à la tête du musée, donc c'était très bien. Martine Ségalen, qui était directeur de recherche, et moi-même, qui était directeur de la partie musée. Ce qui n'empêchait absolument pas certains chercheurs de s'impliquer énormément dans notamment des montages d'expositions temporaires ou dans la documentation d'un des aspects des collections du musée, que ce soit notamment justement les enquêtes orales, ou les enquêtes, on a parlé des proverbes, cette fameuse enquête sur les proverbes a fait l'objet d'une collaboration entre un personnel CNRS et un personnel musée, donc à la fois un informaticien et une chercheuse du CNRS. Donc, c'est vrai que cette complémentarité, moi je l'ai trouvée très intéressante. Il y a des gens qui l'ont dénigrée, surtout de l'extérieur, en disant que bon, on n'avait pas les mêmes visées, mais je pense que ça a été une force du musée. Alors, on a reproché justement à ce musée d'être un peu trop le musée de la science et pas assez celui de la communication au public. Bon, je reviens sur le MUSEM après tout. Je pense que là, en ce moment en tout cas, ce que je vois, c'est que c'est très vivant. Le fait même qu'il y ait ces débats, que le musée ne ferme pas à 5 heures quand les gardiens s'en vont, je trouve que c'est quelque chose que Rivière aurait apprécié d'ailleurs, qu'il souhaitait, qu'il n'a jamais pu mettre en place au musée des ATP, faute peut-être des crédits pour aller jusqu'au bout de la programmation du musée, parce que bon, il y a eu des problèmes de crédit, mais je crois que c'était dans l'esprit et c'est quelque chose à continuer. Oui, Jean-Claude, comment est-ce qu'on combine cette exigence scientifique et le côté participatif et la place centrale qu'occupe le public dans les musées comme les nôtres? Alors, c'est précisément ce qui a pu être mis en pratique dans le cadre de l'écomusée. Hein. Alors, l'écomusée, Georges-Henri Rivière n'est pas seul. Hein, il est entouré de nombreuses personnes dont il va, et notamment Duc de Varine, effectivement. Je crois que c'est à lui
qu'on va devoir d'avoir donné tant de place à la participation sociale dans le concept des communes. Il vient faire une conférence ici le 12 avril. Le 8 avril, je crois. Le 8 avril. Hugues, voilà. Bien. Oui. Alors, donc il faut savoir que Hugues de Varine va d'abord succéder à la direction de l'ICOM, du Conseil international des musées, à partir de 1966, je crois. Il va y rester jusqu'en 1975 environ. Et Hugues de Varine, dans les années 70, entreprend de conseiller et même de prendre part activement à une expérience nouvelle dans le domaine des écomusées, qui est l'écomusée du Creusot. Et à l'écomusée du Creusot, une pratique est mise en place dès le début qui consiste, dans le conseil scientifique de l'écomusée, à y inclure autant de représentants de la population, de gens actifs dans différents métiers, de représentants d'associations, que de scientifiques. C'est-à-dire qu'on considère que les habitants du territoire de l'écomusée sont des experts de la connaissance de leur territoire, au même titre que le sont les scientifiques, ethnologues, historiens, qui ont été sollicités pour cela. Et en fait, on met en rapport, effectivement, ces deux formes de connaissances, et ça a donné des résultats extrêmement intéressants. Et c'est moi une pratique que j'ai continué de faire à Grenoble notamment. À chaque exposition, on créait un conseil qu'on appelait consultatif ou scientifique, qui comprenait toujours à part égale des représentants de la partie de la population concernée par l'exposition. Dans le cadre, par exemple, des expositions que nous avons faites sur les populations d'origine immigrée, c'était tantôt les Arméniens, les Grecs, les Algériens, et puis des spécialistes, politologues, ethnologues, historiens. Et la rencontre de ces deux connaissances a toujours été passionnante et a permis effectivement de faire avancer, je crois, la réflexion de façon sensible. Alors, je rappellerai à propos du laboratoire de recherche du CNRS, associé au musée des ATP, que Georges-Henri Rivière l'a créé contre la ministre et contre son ministre de tutelle. Son ennemi préféré. Voilà. Et il est persuadé d'ailleurs, je ne sais pas s'il a eu raison, voilà, c'est André Malraux qui ne tâche pas beaucoup d'importance à ce musée, et dit-il, est assez furieux quand il apprend la création de ce laboratoire. Et Georges-Henri est persuadé qu'il a été mis à la retraite en 67 à cause de cette décision. En fait, il faut il avait 70 ans. Il avait déjà 70 ans, oui. Oui, et puis cette muséologie... Il a continué à y venir. Oh oui, il est venu même après l'ouverture de la galerie. Et d'ailleurs, c'était amusant parce qu'il était une espèce d'éminence grise au sein du musée. Il avait son bureau tout en haut. Et on allait le voir, il nous convoquait, il nous demandait, il nous posait des questions, on lui en posait aussi. Il y avait toute une espèce de vie souterraine un peu du musée. C'est pas très commode pour le nouveau directeur. Non, on a pas vu très commode. Imaginez, mettez-vous à leur place respective. Ceci dit, c'était assez... Il n'y avait pas d'ambiguïté parce que Georges-Henri, il était là pour les galeries. Et tant que ça concernait les galeries, Cuisinier n'interférait pas. L'installation matérielle, les fils de nylon et tout, c'était vraiment un peu la fin de la mission de Rivière. Je propose qu'on regarde la dernière séquence et ensuite on pourra passer la parole à la salle et vous pourrez nous poser des questions. Georges-Henri Rivière, c'est vous qui avez créé au fond les arts et traditions populaires en France. Dieu me garde de dire que j'ai créé les arts et traditions populaires. Nous sommes là pour les étudier, mais pas pour les créer. Ça ne serait pas très honnête. Oui, parce que ça remonte évidemment à l'Antiquité. Mais c'est vous qui, le premier, avez eu l'idée de rassembler tous ces objets, de le faire d'une façon scientifique en tous les cas. Oh bien, nous avons eu un local provisoire parce qu'il fallait absolument commencer quelque chose. C'était à propos de l'exposition de 37, ça s'est fait sur des chapeaux de roue. Alors à ce moment-là, j'ai eu cette vision de faire ça. J'ai dit, prenons ce qu'il y a à se mettre sous la dent. Sous la dent, c'était un sous-sol du Palais de Chaillot dans lequel on devait faire une exposition de photographie pour l'exposition de 37. J'ai dit, nous prenons ça. Et
on s'en est contenté. Oui, mais vous aviez énormément d'objets à présenter, vous ne pouviez pas les Eh présenter. bien, ça s'est entassé là-dedans parce qu'on a commencé les récoltes tout de suite. On est allé en Sologne, on est allé au Pays Basque avant la guerre. Et puis pendant la guerre, il y a eu tous les chantiers intellectuels. Et j'ai toujours recommandé à nos architectes, aux gens aussi qui étudiaient les équipements domestiques, de ramasser tout ce qu'ils pouvaient. Oui. Nous avions des fonds qui étaient créés par des amis, enfin tous les moyens étaient bons. Et nous avons fait déjà un début de collection assez important. Alors votre grande œuvre, c'est ce musée du Bois de Boulogne. C'est ça. Et alors ça vous a demandé beaucoup de peine, beaucoup de Ça a tracas. demandé 30 ans d'efforts. Oui, pour trouver l'argent. Les moyens pour persuader au pouvoir public que ça devait être autre chose qu'un petit espace vaguement avec quelques objets, quelques vitrines, n'est-ce pas? Un gardien à côté, puis les cabinets pour les visiteurs, que c'était tout à fait autre chose. J'ai cette vision d'une chose très importante, d'un grand centre d'études qui est associé à un musée. Oui. Et nous sommes arrivés progressivement à convaincre l'État culturel et l'État scientifique à se rallier à cette vue et en donner les moyens. Oui, alors là, on a un musée avec de très belles vitrines et des objets à l'intérieur. Vous ne trouvez pas que ces vitrines sont très belles, au fond, pour simplement des fourches, des faux? Bien, nous disons que une charrue, c'est un produit de la culture qui égale en importance les chefs-d'œuvre de la peinture, n'est-ce pas? Simplement, la Joconde, il y en a une. Et les charrues, il y en a eu des millions dans les villages de France. Alors, ce que nous demandons, c'est un ambassadeur. Voilà, avant de faire passer le micro, il y a ma voisine de gauche qui tient absolument à vous raconter une histoire croustillante. Oh, pas croustillante. Mais je sais pas, mais... vas-y. Ce Georges-Henri qu'on a connu avec quelques compagnons au fil de sa vie, très discret, tout d'un coup me raconte qu'il s'est marié une fois. Ah bon? C'était surprenant. Il a épousé une dame très riche qui lui avait dit « Je m'ennuie, j'ai beaucoup d'argent, vous avez beaucoup de relations, on pourrait mettre ça en commun. » Et tout d'un coup, Georges-Henri, qui était bien heureux d'aller de temps en temps dîner chez les uns, chez les autres, tenait table ouverte, avait un chauffeur, menait grand train, et ils avaient un appartement très luxueux. André Masson avait été offert une peinture pour leur mariage, Giacometti une sculpture. Les meilleurs décorateurs de Paris avaient fait une chose tout à fait d'avant-garde avec du métal, c'était d'un chic fou. Et puis, elle a trahi leur pacte, merci. Il était question de ne jamais se toucher. Et puis un jour où il avait été vraiment gentil, elle lui a fait un petit baiser sur la joue. Georges-Henri absolument horrifié. Au bout, a rompu. La dame est repartie dans son Canada natal. Ça a duré 5 ans, cette affaire. Et Georges-Henri est redevenu aussi pauvre qu'avant. Et évidemment, il était incapable de payer le loyer de cet appartement, qui, au bout d'un certain nombre d'années, le monsieur s'est payé avec ce qu'il y avait sur les murs, le propriétaire, et puis ça s'est arrêté là. Mais c'est pas une indiscrétion de le raconter, d'ailleurs, elle le dit dans la biographie du magicien des vitrines. Mais je trouve que pour compléter ce portrait à multiples facettes, c'est quand même l'année de ce mariage où il arrive au musée d'ethnographie, dont on vous a raconté comment ça se passe. Voilà, c'était ce personnage incroyablement inattendu, et en même temps, vous avez entendu le sérieux avec lequel il définit le parti qu'il choisit. Quand c'est le métier, c'est le métier. Et puis il n'y a pas d'heure, des valets, fait 15 jours d'heures supplémentaires, et sa femme, elle a bien du temps à perdre pour les compter. Quand on a joué avec le film, après j'écoute vos questions, avec le livre, un des mots que j'avais jeté comme ça, c'était cercueil. Et la réponse, magnifique, c'est ma dernière boîte de nuit. Il faisait beaucoup de calembours. Oui, c'est vrai. Voilà, alors la parole est à vous. Vous pouvez poser toutes les questions sur la vie professionnelle, et voire même la vie personnelle de Georges-Henri Rivière. Bonsoir, merci. Je rebondissais sur votre dernière phrase.
pourquoi avez-vous dit que vous ne publierez pas, vous ne ferez pas part des conversations que vous avez eues avec lui, qui n'avaient pas été terminées sur cet abécédaire, j'allais dire, très amusant, parce que justement, il n'était pas classique. Il avait décidé de ne pas le publier, donc c'était sa vie, son livre, et je me voyais pas... C'est-à-dire qu'en fait, excusez-moi, je vous interromps, ça voulait dire que c'était lui qui voulait que ça soit lui-même de son vivant? Il avait signé un contrat avec un éditeur pour faire ce livre. Voilà, et bon, moi j'étais juste une lanceuse de questions et je faisais les verbatims des donc ça a été clairement dit en fait. Pardon. Ça a été clairement dit. C'était clairement dit par lui. Voilà, que vous n'étiez pas une passeuse, une écriveuse. Tout à fait. D'accord. Et donc c'est son livre et donc s'il ne voulait pas le faire, je n'avais pas à le faire à sa place. Monsieur. Merci, bonsoir. J'étais très intéressé par votre présentation. Le premier film, à un moment donné, on a vu une visiteuse du musée qui touchait les objets. Et au niveau d'objets qui ont été des outils, ils ont été énormément touchés de leur vivant, entre guillemets. Et là, ensuite, vous parlez des vitrines. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une distance qui est mise entre le visiteur et l'objet. Et j'ai eu l'occasion de visiter 2 fois le CCR à la Belle de Mai. Et j'ai été très frustré de voir autant d'objets et d'en être aussi loin. Voilà. Donc je voudrais savoir quelle est la position de Georges-Henri Rivière sur cette question du toucher, de la connaissance tactile des objets visités, on va dire, et puis de l'avenir de cette question dans les musées aujourd'hui. C'est une question qui est finalement relativement simple, je crois que je peux peut-être répondre, c'est que si on souhaite effectivement, et c'est important que le public puisse toucher certains objets, on a des artefacts qui ne rentrent pas dans les collections et qui ne sont pas conservés comme du patrimoine. Et les objets que l'on veut conserver effectivement dans les meilleures conditions possibles pour l'éternité, ce sont effectivement des objets qu'on est obligé de mettre sous vitrine ou qu'on est même obligé de mettre parfois dans des réserves. Voilà. Mais je crois qu'on arrive à résoudre, du moins pour les outils, alors c'est peut-être plus compliqué pour des objets très rares, on arrive à résoudre ce problème finalement, qu'effectivement le besoin du toucher, il est présent et il est nécessaire. Je ne sais pas comment vous l'aviez résolu au musée dauphinois, mais c'était sans doute la même chose. Georges-Henri lui-même tenait beaucoup effectivement à opérer cette distance entre l'objet et le visiteur, et la vitrine était pour lui un élément tout à fait fondamental de la muséographie. Pas seulement pour des fins de conservation, enfin, pour lui c'était très important effectivement, mais aussi parce que mettre l'objet à distance c'était un moyen aussi de pouvoir le comprendre un petit peu mieux grâce à l'accompagnement informatif qui était là autour, les textes, les gens, les notices, etc. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas de solution unique. Tout a pu être tenté là. Enfin, je crois qu'on a toujours tout essayé en matière de protection des objets, y compris parfois de se passer même des vitrines aussi, c'est arrivé, oui. Bien sûr. Enfin, ça paraît difficile à concevoir de pouvoir donner les objets à toucher, effectivement, quand ce sont des objets originaux. Mais on a ici une experte en la matière, parce que je me rappelle, moi, des mains qui touchent, des mains qui regardent, pardon, des mains qui regardent. Oui, on peut faire des expositions à toucher. Oui. Et quand j'ai assisté à un moment Georges-Henri Rivière dans son cours de muséologie à l'Institut d'art, où il commençait l'année en disant qu'il n'avait pas d'examen, qu'il n'avait pas réussi d'examen dans sa vie, quelquefois il trichait un peu en disant je n'ai que mon certificat d'études. Voilà, ça, oui. Et on avait abordé cette question et il était, d'ailleurs vous le faites ici, on peut avoir une collection secondaire qui accompagne les objets des vitrines et qui est faite pour être touchée. Et vous vous rappelez dans ce qu'il raconte dans un des films,
son oncle Rivière lui mettait dans la main des objets précieux pour lui apprendre à les toucher. S'il avait pris une tasse ou un vase par l'anse, dès qu'il l'avait reposé, il recevait une paire de claques pour se rappeler. Et dans les souvenirs de Georges-Henri, il dit il faut apprendre à les peloter, les objets. Donc il y a quand même un goût tactile des objets qui n'étonnera pas Martine non plus. Mais les expositions à toucher, elles s'usent, même si elles font le tour du monde. Et ici, j'ai vu vos objets qui sont à toucher par les non-voyants à côté d'objets un peu plus précieux qui sont dans les vitrines. Donc on peut faire les deux. Mais la vilaine dame qui tripote tout parce qu'on la filme, si on tripote des vêtements avec des broderies comme ça, au bout de 2 millions de visiteurs, vous aurez la trame du tissu. Question ? Bonsoir. J'ai eu l'honneur d'offrir à Georges-Henri, qui était devenu un ami, son dernier musée, le musée de la main de l'homme à Lausanne. Le doyen de médecine, très grand chirurgien de la main, a donné toute sa fortune pour faire une fondation et un musée. Je les ai fait se rencontrer en un après-midi. Le programme était fait, artistique, scientifique et préventif. On n'avait jamais vu ça. Il est dans la cour du CHU de Lausanne, ce musée. Je vais aller voir. Tu le connais ? Faire un programme muséographique en un jour, on devrait en prendre de la graine, hein, mon cher collègue. Madame. Oui, bonjour. Pour revenir au centre de conservation là, de la Belle de Mai, il y a une chose qui m'a intriguée quand même en la visitant, c'était la quantité invraisemblable d'objets identiques, genre les joues de bœuf. Il y en a des étagères entières. Donc je me demande vraiment l'utilité de garder, allez, je vous dis un chiffre au hasard, 150 joues de bœuf. Donc peut-être un ou deux seront plus sculptés ou plus intéressants, mais les autres n'ont pas vraiment d'intérêt, même si c'est des objets que j'adore et que quand je me balade où que ce soit, c'est vers les petits objets du quotidien que je me tourne. Mais voilà, moi je me suis posé cette question au centre de conservation, de l'intérêt de garder des dizaines ou des centaines d'objets identiques. Si on les garde, c'est qu'ils sont sans doute pas identiques. Ce sont des objets qui ont été collectionnés parce qu'ils offrent justement une image des variantes et des variations considérables. Pour un même type d'usage, il y a effectivement des objets qui sont très relativement différents, même si on voit pas tout de suite la différence. Puis ce sont des objets qui sont utiles pour la recherche dans ce cas-là. Peut-être qu'on ne va pas forcément tous les exposer, c'est pas évident, mais par contre, pour la recherche, ça peut être utile. Ceci étant, c'est vrai que le travail du conservateur, c'est aussi de sélectionner et de faire attention à ne pas multiplier les exemples du même objet, parce que sinon, on manquerait de place et on perdrait un peu notre temps. Voilà ce qu'on peut répondre. Est-ce que mes collègues veulent répondre ? Oui, moi je dirais aussi qu'effectivement, d'abord, on peut un peu cartographier les choses. Vous voyez des joues qui se ressemblent, mais ils ne viennent peut-être pas de la même région. Et c'est justement intéressant de voir pour telle forme de joue, pour tel usage, où ça commence, où ça finit. C'est un peu le sens de l'atlas linguistique qui a été lancé. On a un atlas de l'objet aussi qui est important. Et puis, voilà, c'est aussi l'histoire des collections. C'est-à-dire que je pense que les collectes de Rivière qui sont actuellement, ou de Rivière ou de Cuisinier ou d'autres, ou de tous les conservateurs et chercheurs qui sont passés là, sont actuellement dans vos réserves, mais elles n'ont peut-être pas toujours été. Et à un certain moment, la construction du discours du musée nécessitait peut-être plus d'objets de tel ou tel type qu'il y en a besoin actuellement dans les salles du musée. Mais bon, il semble que c'est un musée, le MUSEM, qui travaille beaucoup sur un roulement d'exposition, donc peut-être que ces joues vont être utiles un jour ou l'autre, et dans leur diversité, et même dans leur ressemblance. D'autres remarques ? Voilà, je voudrais répondre un peu sur cette question des objets multiples. D'abord, c'est une caractéristique, effectivement, des musées de société en général. Effectivement,
c'est pas un seul objet qui nous intéresse. On parlait tout à l'heure de la notion de chef-d'œuvre. Donc c'est effectivement les déclinaisons qui peuvent paraître rébarbatives ou néophytes, qui peuvent être des fois pertinentes. Mais ce que je voulais surtout souligner à propos du MUSEM aujourd'hui, qui a donc toutes les collections de ces anciens ATP, c'est qu'il y a eu un travail, et ça, j'espère qu'on l'a senti ce soir, tout à fait extraordinaire de conservation du patrimoine rural. Cette conservation du patrimoine rural s'est faite dans un cadre hexagonal. Il s'est fait souvent à l'imitation et dans l'influence française, là, il faut bien le dire, dans des pays comme l'Italie ou l'Espagne, où cette muséographie a longtemps, et cette action était un modèle. Mais elle n'existe pas également dans toute la Méditerranée. Et aujourd'hui, le phénomène d'urbanisation qui touchait la France de Rivière dans les années 30 n'a pas fini de toucher les pays du Proche-Orient, du Moyen-Orient, etc., où il y a aussi ce patrimoine rural extrêmement important. Donc le fait d'avoir cette souche, je dirais, colossale dans nos réserves est très importante au moment où nous nous élargissons à la Méditerranée. Donc effectivement, ça peut paraître rébarbatif, mais ça va être très intéressant aujourd'hui à mettre ça en perspective avec ce qui existe dans d'autres pays tout autour de la Méditerranée. Voilà, on me fait signe qu'il faut que nous pensions à quitter ces lieux. Je vais terminer en citant simplement notre ami André Desvallées, qui me dit, et je vais vous le lire, c'est peut-être une conclusion: c'était un meneur, un glaneur et un accoucheur. Il ramassait toutes les idées nouvelles qu'il rencontrait, faisait des synthèses, les adoptait, les semait. C'est ainsi que le papillon devenait chrysalide. Voilà, donc ensuite il développe ça. Et je crois que ça peut résumer effectivement un peu les multiples facettes et la personnalité de Georges-Henri Rivière. Je vous remercie. Fabienne va nous dire quand est la prochaine rencontre. Le 13 avril. Et là, le thème sur le génocide arménien. Donc le 13 avril, génocide arménien. Merci.